Et là, il me dit ça et ça m'a comme allumé pour les 30 prochaines années. Il m'a dit, Amira, veux-tu être le verre que les coups de marteau brisent ou le fer que les coups de marteau forgent? J'ai fondé mon propre emploi et j'emploie et j'offre de l'emploi à d'autres personnes et des personnes d'ici et des personnes québécoises d'ici qui ont, grâce à ce que j'ai fait, un emploi et un revenu. Une immigrante qui crée des emplois. Quelque sorte. Donc, c'était pour arrêter à un moment donné cette image de vous venez d'ici, vous venez d'ailleurs, puis vous nous encombrez, puis vous nous dérangez. Donc, non, on est là pour tout. Je pense que chaque femme établit ses priorités et c'est ce qui est bien dans 2024, c'est que chaque femme peut établir ses priorités. Donc, tu mets tes priorités en place, tes objectifs en place, mais je peux vous dire que d'un point de vue éducation, chaque femme peut réussir. Maintenant, d'un point de vue professionnel, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu es capable de concéder ou pas, mais c'est très personnel. Donc, mais Diversité Québec et Afrique Love organisent la 9e édition du Week-end de la femme. Un événement exceptionnel qui rassemble toute la communauté québécoise, du vendredi 29 au dimanche 31 mars 2024. 3 jours d'activités uniques vous attendent. Débutant avec une grande conférence réunissant des panélistes inspirantes et des leaders charismatiques. Plongez ensuite dans l'excitation d'un match de soccer. Ensuite, célébrer l'excellence féminine lors du Gala des Awards. Et enfin, participer à une rencontre de réseautage inoubliable autour du bouillon au restaurant Le Lion Blanc. en 2009, il n'y a pas beaucoup d'avocats noirs dans le domaine, on se met d'accord, et il n'y a toujours pas nécessairement une grande diversité dans le domaine. Par contre, lorsque j'ai dit je veux devenir avocate, je parlais avec ma conseillère d'orientation. Malheureusement, je n'avais pas ma grande sœur ici pour m'encourager. Donc, la conseillère d'orientation me dit que non, le droit, c'est pas pour moi. Mais d'une manière très subtile, mais tu le sens. Tu le sens quand quelqu'un ne croit pas nécessairement à tes compétences, capacités, mais je peux la comprendre. J'ai dû faire du travail aussi sur moi-même. Tout ça pour dire qu'au cégep, j'ai rien fait de particulier. Donc, j'ai joué au basket. Mais après, à un moment, il faut quitter le cégep, il faut trouver un plan de carrière. Et quand j'ai appliqué en droit à l'Université Laval, j'avais pas la moyenne. De très peu. Et je pense que c'est quelque chose qui va arriver souvent dans la vie, de passer à côté de quelque chose. Mais sachez que si vous passez à côté de quelque chose, il y a une autre porte qui va s'ouvrir. C'est une question de temps. S'il y a une porte fermée, l'autre porte va s'ouvrir. Donc, il faut juste rester calme et trouver d'autres options. Donc, j'ai pas été acceptée en droit à l'Université Laval. J'ai fait le certificat pour augmenter ma moyenne. Il faut trouver une solution. Et c'est de cette façon que je suis rentrée à Ottawa. D'où la petite histoire du pourquoi. Super. Ben, bravo. Est-ce que vous la voyez toujours, cette conseillère? Si c'est juste pour lui faire un petit coucou. Je suis procureur. Je suis son petit coucou. Hein? Non, ça, c'est un petit truc que je vous donne si vous le voyez. Faites juste un petit bon, coucou. Écoutez, si elle me voit, vous lui direz que je suis devenue procureure. Voilà. Alors, on va donner la parole à Madame Boulmerka, la directrice de l'école d'excellence, qui va nous parler un peu d'elle, de son parcours. Je pense que vous la voyez, vous savez, vous pouvez imaginer un peu ses origines, hein, même si aussi elle est née au Canada, c'est possible. Hein. Voilà, on ne sait jamais, mais je lui laisse la parole. Bienvenue, merci beaucoup. C'est vraiment un plaisir d'être ici ce soir avec tout le monde. Amira Boulmerka, je suis originaire d'Algérie. Ça fait 25 ans que je suis ici au Canada. Donc mes enfants sont nés ici, mais pas moi. Ah bon. Je viens d'Algérie, j'étais ingénieure chimiste là-bas. Et j'avais une maîtrise en génie chimique, transfert thermique. Donc j'avais une carrière scientifique. Nous sommes venus, mon mari et moi. J'étais enceinte de ma première fille, Amel. Et on était venus en tant qu'immigrants, résidents, normal, on allait faire notre vie. C'est sûr que dans notre pays, dans les années 90, pour ceux qui connaissent un peu ce qui se passait chez nous, c'était assez mouvementé, on va dire. Ici, on était un jeune couple qui voulions nous réaliser dans la vie, on avait des rêves et le Canada nous avait accueillis, enfin, c'était prêt à recevoir un couple de jeunes cadres. J'étais enceinte de ma première, je l'ai accouchée.
je me suis dit, ok, on veut faire une famille, alors je vais les faire d'un coup. On voulait 3 enfants, donc ok, on va les faire parce que j'ai d'autres visées pour ma vie. Là. Donc, on les a eus comme les uns à la suite des autres, mes 3 enfants. J'ai passé ce temps-là avec eux que j'ai adoré. Mais dès que mon dernier, mon troisième, j'ai 2 filles et un garçon, dès que mon dernier a eu 1 an, je commençais à gigoter sur place. Non, c'est pas possible, je peux pas continuer. Ça faisait à peu près 4 ans que j'étais maman, à temps plein. J'ai commencé à chercher de l'emploi et je suis surprise d'entendre, comme me disait, vous avez eu votre diplôme où, madame? Téléphone. En Algérie, pourquoi? Mais j'ai une équivalence et mes diplômes sont reconnus, puis normalement tout va bien. Ah, comment ça? Ah, pourquoi ah? Je suis ingénieur, au même titre qu'un autre. Non, ça ne semblait pas être la même façon de voir des entrepreneurs ou des industriels ou autres, parce que comme je vous l'ai dit, je suis ingénieure en génie industriel, génie chimique, donc c'est vraiment dans l'industrie. Ça ne semblait pas être leur vision. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, comme toutes les femmes, toutes les belles femmes que j'ai vues, que nous avons vues passer par là, d'accord, je vais leur prouver de quoi je suis capable. Et là, je me suis inscrite à l'Université Laval pour faire une maîtrise en sciences des aliments. À ce moment-là, je me suis dit, je vais avoir un diplôme d'ici. Après ça, on ne me posera plus la question, vous avez votre diplôme où? Je l'ai eu de l'Université Laval, ça va? C'est assez rassurant pour vous. Donc, pour dire, entre-temps, on était passé par la France. Mon mari et moi, on est passé 3 ans en France. J'avais entamé un doctorat là-bas. Mais j'ai dû l'interrompre parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais enceinte. Et enceinte dans un laboratoire de chimie, c'est pas recommandé. Donc, bon, c'est pas grave. Alors, j'étais là, j'ai commencé cette maîtrise. J'étais à la fin de cette maîtrise et ma fille arrivait à l'âge pour entrer à l'école. Ok, donc je pose la question à mes amis autour de moi et je leur dis au laboratoire à l'Université Laval, comment on choisit une école? Comment on fait pour inscrire son enfant ici, dans ce pays? Je n'avais aucune idée. Et là, on me répond, soit l'école du quartier au bout de la rue, soit les écoles privées, puis tu as une panoplie d'écoles privées, des arts, des sports, des sciences, des lettres, ce que tu veux, des langues, ce que tu veux. Et j'avais des amis à moi à Montréal qui ont des enfants un peu plus vieux et qui me disaient, oui, on a choisi une école privée pour notre fille. Et dans notre école privée, dans l'école où est cette fillette-là, on y enseigne l'arabe comme 3e langue. Et là, c'était le mot qu'il fallait dire. Parce que je suppose que, comme nous tous ici, on veut transmettre notre héritage linguistique, culturel, spirituel à nos enfants. Et on veillait à ça, mon mari et moi, on essayait vraiment de leur transmettre notre langue parce qu'on voulait qu'ils puissent parler à leurs grands-parents, on se comprend. Donc s'ils devaient retourner puis que ça se parle pas et ça communique pas, non, franchement, là non, on n'aurait pas été fiers et nos parents n'auraient pas été fiers de nous. Donc pouvoir continuer cette transmission de l'héritage par l'école, je me suis mise à chercher sur Internet. Elle est où l'école où on enseigne l'arabe à Québec? Il n'y en avait pas. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Pour raccourcir ma description de mon parcours, et là je me suis dit, ok, à Montréal ils en ont 10, à Québec il n'y en a pas. Soit on va à Montréal, soit il en faut une à Québec. Et on n'était pas prêt à quitter Québec, on aime toujours cette ville, oui. On aime la sérénité, la paix dans laquelle nous vivons à Québec. Ok, alors on va se débrouiller pour qu'on fasse une école à Québec, comme ceux qui l'ont fait ailleurs. Et ça fait 21 ans maintenant que cette idée a germé dans la tête. Et nous sommes aujourd'hui, c'était en 2003, nous sommes en 2024. Une école existe, ça fait 17 ans qu'elle existe. Ça a pris 4 années de travail. Et voilà. Merci beaucoup à vous. C'est une histoire fascinante. Vous avez pu trouver une solution à un problème. Hein, sans pour autant... Un besoin. Réponse à un besoin. C'est ça. Sans pour autant quitter votre ville préférée. Vous êtes resté à Québec et vous y avez créé une école qui enseigne avec la langue arabe. Le programme régulier du ministère de l'Éducation. On y enseigne le français, les mathématiques, les sports, les arts, tout. L'arabe comme 3e langue. J'insiste sur cet aspect-là. C'est une langue supplémentaire. Super. Est-ce que c'est l'école qui est à Sillery? Oui. C'est ça. L'école de l'excellence, nous sommes à 5 minutes de l'Université Laval. C'est ça, je voulais juste que vous le confirmiez parce que c'est à 2 pas de chez mes beaux-parents. Donc je passe tout le temps devant. Alors pour rentrer tout de suite dans le sujet, je vais vous poser quelques questions qu'on a préparées
et sur lesquels on aimerait vous entendre aujourd'hui. Alors, quoi que l'on dise, les femmes accèdent de plus en plus à l'éducation, connaissent leurs droits et occupent des postes de leader. Quelle lecture faites-vous de ce progrès? Est-il lent, totalement maîtrisé, ou bien pensez-vous qu'il soit nécessaire d'accélérer la cadence ou de redéfinir les stratégies pour ouvrir la porte à plusieurs femmes? Je vais vous donner une réponse qui peut-être vous paraîtra pas forcément en lien, même dans ma tête s'il y a un lien. Oui. Okay? Parce que là, je suis comme entre l'ingénieur, la scientifique et la gestionnaire. Dans ma tête, et là, je vais faire une anecdote pour répondre. Oui. Quand je suis arrivée à Montréal, parce qu'on est arrivé à Montréal au départ, on a passé 1 an et demi, je me suis inscrite à l'école polytechnique de Montréal pour essayer de faire quelque chose. Comme disaient plusieurs femmes avant moi, que tellement on aime ça, et quand on a commencé dans les études, on a des difficultés à s'arrêter. Je suis allée à Montréal, j'étais à l'école polytechnique de Montréal pour m'inscrire à un cours, et je vois une affiche au registraire de l'école polytechnique. Qu'est-ce qu'elle dit? Les métiers non traditionnels, encourager les filles à s'inscrire dans les métiers non traditionnels. Chapeau les filles. Quelque chose comme ça, mais ça remonte à une vingtaine d'années derrière. Peut-être un peu plus. Et là, je pose la question à la secrétaire à qui je voulais poser mes questions pour m'inscrire. Et je lui dis, c'est quoi les métiers non traditionnels pour les filles? C'est quoi, à quoi sert cette affiche? Vous les encouragez pourquoi? Elle me dit, mais pour le génie. Oh! Le génie est considéré au Canada, donc moi je viens d'Algérie là, on se rappelle? Vous êtes déjà ingénieur? Je suis ingénieure et dans notre promotion et dans toutes les filières que je connaissais, dans mon université, il y avait autant de filles que de gars dans nos amphithéâtres et on se posait même pas la question est-ce que c'est un métier de fille ou de gars. Même pas. Et là je dis, les génies, pourquoi? Il me dit oui, parce que les filles ici c'est plus l'enseignement, la médecine, l'infirmière, je sais pas quoi. Mais le génie, il n'y en a pas trop, on aimerait encourager les filles à. Wow! Donc je viens d'Algérie, j'arrive au Canada et on a ce chemin à faire, à encourager les filles à rentrer dans ce genre de filière-là. Ok, d'accord. Donc là, c'était pour moi un choc culturel. Alors, voilà ce que j'avais le goût de dire par rapport à votre question. Je ne sais pas si j'y réponds, mais c'est ça que j'avais envie de répondre. On a aimé entendre ça. J'avoue que moi, à chaque fois, je vois encourager les femmes à aller vers les métiers ou les domaines non traditionnels. Je suis de plus en plus surprise et je me demande pourquoi encore en 2024, on continue de voir ça. Maître Ruth, qu'avez-vous à nous dire à ce propos? Alors, je pense qu'il y avait deux aspects à ta question, mais de point de vue éducation, il n'y a pas vraiment, c'est rare que je vais dire ça, mais il n'y a pas vraiment de travail à faire, dans le sens où si tu es une femme, tu vas aller étudier, tu peux le faire. La phrase s'arrête là. Donc, il n'y a pas de discrimination dans l'éducation en lien avec le sexe de la personne, ça c'est certain. Maintenant, par rapport à comment tu vas faire pour y aller, si tu as des enfants, si tu as une famille, si tu as telle chose, c'est sûr qu'il y a des aménagements que tu dois faire absolument, mais en même temps, tu vas les faire de toute façon pour une x, y raison dans ta vie personnelle. Donc, d'un point de vue d'éducation, je dirais que non, parce que tu appliques, ton nom est là, et on ne prend pas en considération que tu sois une femme ou un homme quand tu appliques. Ça, c'est mon constat. Maintenant, par rapport au domaine professionnel, je pense que les femmes doivent prendre plus de place. Doivent plus parler. Et on le voit beaucoup. Et je veux une parenthèse sur quelque chose que je ne connais pas très, mais donc, dans le domaine de la politique, le fait qu'il y ait des aménagements pour des garderies, c'est un élément de dire le système est ouvert. Le système est ouvert. Maintenant, si vous voulez y participer, si vous voulez intégrer le système et prendre votre place, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Il y a beaucoup d'études qui doivent être faites. On le dit souvent, mais on rencontre toujours des contraintes. Mais les contraintes vont toujours être là. Ça dépend de où est-ce que tu vas aller. Par rapport aux femmes avec les enfants. Par rapport aux femmes avec les enfants. Et je pense qu'on est femme avant d'être ministre, avant d'être... Écoute, je pense que chaque femme établit ses priorités. Et c'est ce qui est bien dans 2024, c'est que chaque femme peut établir ses priorités. Donc, tu mets tes priorités en place, tes objectifs en place, mais je peux vous dire que d'un point de vue éducation, chaque femme peut réussir. Maintenant, d'un point de vue professionnel, c'est à toi de voir qu'est-ce que tu es capable de concéder ou pas, mais c'est très personnel. Donc,
mais le monde est ouvert, donc foncez, vous pouvez faire ce que vous voulez. En tout cas, vous l'avez bien dit, chacun doit établir ses priorités. Et j'espère que c'est un message qui va passer aux oreilles des femmes afin qu'elles puissent mieux se préparer pour exceller dans leur domaine professionnel. Alors, vous êtes deux femmes leaders dans votre domaine en éducation et en droit. À quel moment vous vous êtes sentie vraiment à votre place, avant même d'occuper le poste, ou bien quand vous étiez déjà en fonction? En ce qui me concerne, je l'ai fondé. Donc, j'ai, en quelque sorte, concrétisé, constitué mon poste. Ce n'était pas mon objectif initial. Mon objectif initial, c'était de trouver une équipe de gens qui étaient spécialisés dans l'éducation pour ouvrir cette école et que j'allais leur prêter main forte, que j'étais prête à les aider parce que on ne s'improvise pas comme ça, directrice d'école. Mais tous ceux que j'approchais pour leur dire est-ce que ça vous intéresse, est-ce que vous pensez que ça serait bien qu'on ait une école ici? Oui, c'est une bonne idée, ce serait merveilleux. Ok, qui veut travailler, collaborer? Oh, je pense pas que ça puisse marcher ici. Ah, on est à Québec. Et à Québec, ils sont plus ou moins ouverts à la différence. Oh. Et à force de parler, parce que c'était des mois et des mois, les gens disaient, mais toi, tu sembles y croire vraiment parce que tu n'arrêtes pas de sillonner la ville. Donc, vas-y. Et oui. Donc, je suis allée chercher des formations, je suis allée faire ça. Bon, en tout cas, pour finir, déposer des demandes de permis au ministère, chercher des enseignants, chercher des locaux. Donc, j'ai moi-même fondé l'école, donc j'ai constitué mon propre emploi. Ce que je tiens à dire, c'est que il m'est arrivé de me faire dire, parce que je pense qu'à quelques-unes d'entre nous ici, on a dû se faire dire à quelques moments, qu'est-ce que vous faites ici? Pourquoi vous êtes ici? Vous prenez notre place, vous occupez nos postes. La personne qui me parle, nous sommes dans l'épicerie, il ne sait même pas à qui elle parle, il ne sait même pas le poste de qui j'occupe, ou peu importe. Et souvent, je souris. On ne va pas commencer à raconter sa vie aux gens. Mais il y avait une fois une personne qui était assez insistante, puis je lui ai dit, « Ok, madame, alors je tiens à vous dire, j'ai fondé non, même pas, je ne vais pas parler d'école. J'ai fondé mon propre emploi et j'emploie et j'offre de l'emploi à d'autres personnes et des personnes d'ici et des personnes québécoises d'ici qui ont, grâce à ce que j'ai fait, un emploi et un revenu. » Une immigrante qui crée des emplois. Quelque sorte. Donc, c'était pour arrêter à un moment donné cette image de vous venez d'ailleurs, puis vous nous encombrez, puis vous nous dérangez. Donc, non, on est là pour tous construire et co-construire une société, un pays ensemble. On a choisi ce pays, on y vit, alors on construit ensemble. Donc, c'était ça. En tout cas, chapeau, parce que je sais que déjà le fait de faire la démarche pour faire les demandes de permis, c'est beaucoup de formulaires à remplir au Québec. Alors, mesdames, quels sont vos vrais défis aujourd'hui? Madame Boulmerka. Je vais parler personnellement parce que, encore là, les défis sont différents pour chaque personne. Mais le défi, c'est d'accepter qu'on est capable. Déjà, c'est beaucoup. De dire, d'accepter son titre, de prendre place. Parce que, et là, je parle encore d'un point de vue personnel, mais encore là, la plupart de mes collègues, des fois, on a ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. C'est du travail de se dire on est compétent, on est capable, on sait ce qu'on a fait, on sait d'où on vient, on sait où on va. Moi, personnellement, c'est le défi d'intégrer puis de même juste voir ce que les autres voient. Parce que ici, vous ne voyez pas, mais probablement que vous devez vous répéter devant un miroir que vous êtes capable, que vous êtes compétent dans ce que vous faites, de vous encourager. Il faut le faire pour vous, c'est votre travail. Et je pense que c'est le seul défi qui est personnel, de dire juste qu'on est capable. Puis quand on sait qu'on est capable, on va chercher plus. Tantôt, il parlait de toujours aller chercher plus de connaissances, plus d'études, tout ça. Il faut bâtir sa confiance en soi, il faut intégrer ce pouvoir qui nous est donné dans nos connaissances, dans nos compétences. Donc, personnellement, c'est probablement ce défi-là. Je le gère bien, mais par moment, des fois, les matins, tu dis, est-ce que les décisions que je vais prendre dans un dossier, je les assume, j'ai le titre, j'ai les compétences. Donc, je sais que parmi vous, vous devez probablement vivre des choses comme ça et surtout de se dire où est-ce que vous êtes, c'est quoi la prochaine étape, où est-ce que vous voulez vous rendre parce que la vie est un continuum
et vous êtes là. Donc, la prochaine étape, c'est ça, la prochaine étape, c'est ça. Donc, un défi, c'est toujours d'avancer et de toujours être conscient de où est-ce qu'on est par rapport à où est-ce qu'on était. Merci beaucoup, Maître Ruth. Où est-ce qu'on en est? Quelle est la prochaine étape? Donc, ça veut dire que chaque jour, on vit des défis et des différents défis. Madame Boulmerka. Je tiens à féliciter Ruth, vraiment c'est bien dit, bravo. En ce qui me concerne, ce que je pourrais citer, c'est que, en tout cas, ce que moi j'ai toujours senti, c'est que je devais toujours démontrer que nous étions à la hauteur et que nous dépassions. Nous pouvons même dépasser ce qui peut être attendu ou ce qu'on peut s'attendre de notre part. Donc, en tant que directrice d'école, j'avais comme cet objectif que notre école, que nos élèves, que notre personnel se sentent heureux, qu'ils parlent de notre école comme étant la meilleure chose qui leur soit arrivée dans leur vie. Et je suis fière de dire que oui, plusieurs ont ce témoignage-là. Et pour moi, ça, c'est un défi de chaque instant, de chaque jour. Il faudrait vraiment qu'on puisse démontrer que même si nous venons d'ailleurs, nous avons des façons de faire différentes, mais nous pouvons atteindre des résultats et peut-être parfois meilleurs que ceux qu'on côtoie. Oui. Ça, pour moi, c'est un défi de chaque instant. Oh, ben merci. Et une fierté aussi de chaque instant. Alors moi, tout ce que je retiens, c'est que nous pouvons atteindre les résultats. Et dépasser même. Voilà. Donc, mesdames, n'ayez pas peur. On peut les atteindre. Et ma dernière question serait, aujourd'hui, on est dans ce tralala de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Où jugez-vous nécessaire que l'on doit renforcer le combat pour une meilleure autonomisation des femmes de nos jours, en 2024? Je reprendrai aussi, si Ruth est d'accord, jouer sur la confiance en elle. Il faut absolument qu'elles aient confiance. Il faut absolument qu'elles tiennent debout. Il faut absolument qu'elles acceptent de se sentir belles, de se sentir compétentes dans leurs différences. Je n'essaierai pas de rentrer dans un moule qu'on va vouloir m'imposer. Je vais être celle que je suis avec ce que j'apporte, et ce que j'apporte est forcément beau, et forcément positif, et forcément intéressant. J'ai été, je ne l'ai pas dit, sur tellement de conseils d'administration dans cette ville à travers ces 20 dernières années. Et les premières fois, j'arrivais en observatrice, puis je restais dans mon petit coin, puis je regardais, puis je me disais, ils savent de quoi ils parlent, est-ce que je vais savoir intervenir? Au bout d'un moment, j'ai compris, à partir du moment où j'ai compris, ok, donc oui, je vais intervenir, et oui, on va me regarder de quoi tu parles, mais c'est pas comme ça qu'on fait ça ici, ok, mais peut-on penser autrement et faire les choses autrement, et avec assurance, donc comme disait Ruth, avec assurance, et pour qu'ils arrivent à la conclusion, ah oui, c'était pas mal comme idée. Ben voilà. Ouais. Donc, si on devait travailler là-dessus, leur confiance en elle. Ayez confiance, vous apportez une richesse. Donc, et de le dire et de l'amener comme ça. Je suis différente et je n'ai pas l'intention d'être pareille. Voilà. Avoir confiance, rester soi-même, rester belle et rester compétente. N'est-ce pas, Madame la députée? Moi, je la vois sur les réseaux sociaux. Elle est toujours belle et elle est toujours au chevet de ses citoyens. Merci. Alors, Maître Ruth. On termine en beauté avec vous avant de prendre quelques questions. Oui. Je rebondis sur ce qu'elle dit par rapport à ce que j'ai dit. La confiance en soi se travaille, mais se travaille par la connaissance. Okay? Je pense, tout à l'heure on parlait de défis, mais on rencontre des gens différents, on rencontre un environnement différent. Et tant qu'on ne connaît pas quelque chose, on se sent un peu instable dans notre confiance. Donc, elle parlait d'être sur le conseil d'administration. Je pense qu'elle a fait, elle ne l'a pas mentionné, mais je me doute qu'elle a fait un travail sur de quoi on parle, de quoi il s'agit. Okay? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Donc, il y a une ouverture d'esprit, une soif intellectuelle. Et ça permet de, quand tu connais quelque chose, tu viens, quand tu l'affirmes et tu sais de quoi tu parles. Donc, du moment où tu ne sais pas de quoi tu parles, tu te tais. Mais si tu ne sais pas de quoi tu parles une fois, la deuxième fois, tu te dois de savoir de quoi tu parles. Tu te dois de savoir de quoi il s'agit. Et du moment où tu sais de quoi il s'agit, tu n'as aucune peur de parler. Parce que tu sais de quoi il s'agit, donc tu viens avec la confiance. Donc, tantôt, on parlait de droits. Mesdames, connaissez vos droits. Messieurs, connaissez vos droits également. Mais je cible les femmes parce que c'est dans le cadre de la femme. Mais connaissez vos droits. Connaissez vos ressources qui peuvent vous aider. Connaissez ce que offre le gouvernement. Tout à l'heure, une des panélistes en a parlé. Connaissez ce que le gouvernement parle par rapport à, ne serait-ce que les allocations. Je n'ai pas d'enfants, mais ne serait-ce que ça peut vous aider dans vos études parce que vous allez avoir moins de charges. C'est toutes des choses qui font en sorte que vous allez pouvoir aller plus loin en connaissant des choses. Moi, j'ai réalisé très tôt que
si je connais quelque chose, je suis à l'aise dans la chose. Et la raison pourquoi j'étais en droit, c'est que je voulais connaître le système canadien. Et c'est ce qui m'a poussée à justement aller en droit. Maintenant, j'y travaille, je connais, je suis à l'aise. Demain, si je me fais arrêter, je sais, je connais mes droits. Donc, mesdames, on parle de droit, connaissez vos droits. Okay? C'est vraiment important. Allez les chercher, allez chercher l'information. Quand vous connaissez l'information, vous êtes confiante. Quand vous êtes confiante, vous êtes belle. Oui. Merci beaucoup. Surtout le droit, vous avez bien fait d'y insister parce que parfois c'est ce qui échappe à beaucoup de femmes ou beaucoup de personnes. Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit? Pas plus tard qu'hier, je lisais encore dans les journaux le 5e féminicide seulement au 3e mois de l'année. C'est quand même triste et fort. Donc, la violence conjugale est quelque chose qui est quand même très, très présente encore dans nos sociétés. Et je vois tout le temps sur les réseaux sociaux des femmes qui font des publications en anonyme et qui disent souffrir dans leur foyer et qui ne savent pas où aller. Quand je vois encore cette question en 2024, je suis comme déjà à terre. Rien que le lire sur les réseaux sociaux, ça me bouleverse. Alors, merci beaucoup à vous, mesdames, d'avoir de nous avoir honoré de votre présence et partager avec vous vos ressources, votre parcours, vos connaissances, vos compétences. Et on va prendre quelques questions pour finir ça en beauté. Là, je vois déjà une belle main qui se lève derrière. Oui. Merci, le billet de Florent. Ça fait plaisir. Alors, bonsoir tout le monde. Michel Epoimi, je suis nommée dans la catégorie entrepreneur. Félicitations. Merci. Je vais poser une question aux dames. Ça a été quoi vos plus grosses barrières et c'est quoi le conseil que vous pouvez donner à la femme que nous sommes aujourd'hui, à la femme que je suis, pour pouvoir transgresser ces barrières que vous avez eues là tout au long de votre carrière? Merci. Permettez? Oui, bien sûr. Le conseil que je voudrais donner à toutes les femmes aujourd'hui, qu'on m'a moi-même donné. Quand j'étais étudiante à l'université en Algérie, c'était un de mes professeurs à l'université qui me l'avait dit, et je vous promets, ça a été mon leitmotiv durant une vie. Puis mais si mes enfants étaient là, ils m'entendraient dire, ils seraient comme... Encore. Ce professeur, qu'est-ce qu'il m'avait dit lorsqu'un jour j'étais fâchée, frustrée par un truc, une situation, et puis que il m'a dit, bon là c'est pas grave, la prochaine fois, j'ai dit non, ça suffit, il y en aura peu d'autres fois. Et là il me dit ça, et ça m'a comme allumée pour les 30 prochaines années. Il m'a dit, Amira, veux-tu être le verre que les coups de marteau brisent ou le fer que les coups de marteau forgent? Je vous promets qu'après ça, je ne voulais plus jamais être le verre. Chaque coup de marteau forge. Chaque coup de marteau me rend plus fort. Ça, pour moi, c'était ma phrase. Je sais que maintenant, mes enfants, ils me parlent de tellement de phrases sur les réseaux sociaux, vous en voyez défiler, mais une trentaine d'années en arrière, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait rien. Et quand on nous dit une phrase, ben, on s'y agrippe. Et j'étais bien contente d'avoir cette phrase-là et de m'y agripper parce que c'est elle qui m'a fait traverser la vie. Donc, c'est mon conseil. Alors, Léonie, on va prendre une autre question. Oui, je vais quand même y répondre parce que moi, la phrase que... Moi aussi, on a tous des phrases qui viennent chercher. Moi, ma phrase est en anglais, je m'excuserai pour le Québec. Et ça dit the audacity to know how far you can go too far. Je vais the audacity is to know how far you can go too far. Et c'est paradoxal. Ça veut dire que techniquement, tu n'as aucune limite. Toute la limite est dans ta tête. Donc, ce que tu te poses comme limite, ça sera ta limite à toi. Et encore là, c'est en lien avec mon parcours. Je fais une petite anecdote. J'ai fondé la bourse Bansobat de l'Université d'Ottawa, qui est... Merci. Donc, la bourse, en fait, c'était pour encourager la diversité parce que quand j'étais à l'université, c'est compliqué de... En fait, la première année, il y a beaucoup de personnes à la diversité. La deuxième année, on dirait que ça diminue tranquillement et tu te poses des questions de où est passée telle personne. X, Y raison, mais les finances, ça faisait partie également des défis que la plupart des gens de la communauté vivent. Et là, moi, je me dis, bon, je veux pas être tout seul à être procureur, je veux pas être tout seul à être avocat, je veux pas être tout seul. Il faut qu'on amène les gens avec nous, il faut trouver une solution. Et j'avais proposé, j'ai jamais compris comment j'ai eu à poser ça, mais j'ai contacté la doyenne, je lui ai dit, écoute, il faut faire quelque chose, j'aimerais ça fonder une bourse pour les étudiants de l'Université d'Ottawa, en droit, noir.
Elle a dit oui, mais en vrai, je ne pouvais pas croire qu'elle va dire oui pour une bourse spécifique aux étudiants noirs. Elle n'a aucun intérêt, ou du moins elle a un intérêt, mais pas nécessairement aussi fort. C'est pas sa cause à elle. Mais j'ai appelé mon amie, j'ai dit écoute, je pense à ça. Elle a dit vas-y, écris le courriel tout de suite. Tu vas avoir des oui, tu vas avoir des non. Ça fait partie de la réalité de la vie, mais le jour où tu ne poses pas ta candidature, le jour où tu ne te poses pas la question, le jour où tu ne demandes pas une augmentation de salaire, le jour où tu ne demandes pas de congé, c'est toi. It's on you, it's yourself. Donc, the audacity is know how far you can go too far, et tu ne pourras jamais aller trop loin tant que c'est toi qui décides d'aller aussi loin. Bravo, messieurs. Très inspirant. Merci beaucoup. Merci. C'est dans les expériences qu'on a. Merci.